Bon, alors je passe à la troisième partie et je vais parler du financement institutionnel et des investisseurs, ça va plus, moi là, je commence à fatiguer là, des instituteurs, des investisseurs institutionnels. Alors ça, c'est un exemple assez amusant parce que en fait, j'étais parti sur une idée et je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. Et du coup, j'ai tout revu. Donc ça vous montre, vous savez que c'est important d'économie. C'est-à-dire vous avez des idées en tête et puis après vous allez regarder un peu les données et vous voyez que les données infirment disons, les idées de départ que vous aviez. Et à ce moment-là, au lieu de persister, alors déjà on peut peut-être essayer de dire bon, peut-être que j'avais mal fait le truc, je regarde à nouveau, mais si vous voyez que les faits sont têtus et que en fait l'analyse empirique infirme, disons, les préjugés que vous aviez, eh bien, il faut revoir votre copie et repenser la chose. Je crois que c'est très important. J'insiste toujours sur ce va-et-vient entre l'analyse théorique et l'analyse empirique. Et de savoir revoir votre modèle, votre histoire, et après de retourner et votre histoire. Et donc c'est vraiment l'idée, vous aviez une idée au départ, vous la testez sur des données, vous voyez que ce n'est pas du tout comme vous pensiez, vous essayez de penser à des histoires pour rationaliser ce que vous trouvez, qui ne sont pas le modèle de départ que vous aviez en tête, et chacune des histoires auxquelles vous pensez pour rationaliser cette idée, elles ont chacune des prédictions à elles. Et vous allez utiliser à nouveau les données pour dire est-ce que c'est cette histoire-là ou cette histoire-là. Et vous allez discriminer entre les différentes histoires possibles grâce aux données à nouveau. Et c'est ça le va-et-vient de la théorie à l'empirique, retour à la théorie, retour à l'empirique. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer ici. D'accord ? Donc j'ai toujours un rapport, il faut toujours avoir un rapport au réel et être très modeste et se dire, je vais dire des grosses bêtises et il faut que je sache me remettre en question et reprendre, etc. Donc, ça, c'était basé sur un travail joint avec John Van Reenen, qui était à Londres, qui maintenant est à MIT, et Luigi Zingales, qui est à Chicago, mais qui est italien. Voilà. Et donc l'idée de départ que nous avions, d'abord, voilà, c'était l'idée suivante. D'abord, il y a ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels aux États-Unis. C'est-à-dire, en général, c'est les fonds de retraite. Vous savez qu'aux États-Unis, le système de retraite est par capitalisation. En général, c'est pas, vous voyez, c'est plutôt que chez nous, il est par répartition. Chez eux, il est par capitalisation, c'est-à-dire que en fait, c'est un compte d'épargne, quoi. Vous mettez l'argent, chaque mois, on vous prélève une partie de votre salaire et il est mis dans un compte d'épargne et c'est ça qui va vos fonds de retraite, c'est ça, quoi. C'est indépendant des autres. Tandis qu'en France, tout est mis en commun et c'est par répartition, d'accord ? Donc c'est des systèmes très différents. Donc vous avez évidemment les fonds de pension, les fonds de retraite, sont évidemment, qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Ils l'investissent dans différentes choses. Et en général, ils essaient d'investir dans des choses qui rapportent, mais en même temps, en ne mettant pas tous les œufs dans le même panier, parce que sinon les risques sont trop grands. Et donc ils font ce qu'on appelle du risk pooling, c'est-à-dire qu'ils essayent de compenser un risque. Vous voyez, si quelque chose de façon que si j'investis dans une activité A, une activité B, quand l'activité A va très bien, peut-être la B ne va pas très bien, mais elles vont pas mal en même temps, de façon que le risque agrégé ne soit pas trop grand, parce que je ne veux pas me retrouver que les retraités n'aient pas d'argent. Donc en général, ils ont toute une manière de gérer leurs investissements, et ils essaient de faire ça intelligemment. Il y a les fonds, il y a les hedge funds, il y a les fonds de retraite, il y a les fonds mutuels. Vous avez une série de fonds, et ces fonds, on appelle ça des investisseurs institutionnels. Et on a vu et en fait, on voit que le pourcentage des capitaux des entreprises cotées en bourse possédées par des investisseurs institutionnels, vous voyez, a augmenté sensiblement en pourcentage depuis les années 50. Vous voyez, et ces gens-là jouent un rôle très important dans les investissements des grandes entreprises. Voilà. Et là, je parle des entreprises cotées en bourse, qui sont déjà des entreprises quand même assez grosses. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est des gens importants. Maintenant, est-ce que c'est bien ou pas bien? Mon préjugé, c'était de dire c'est très mauvais, ces gens-là ne pensent qu'au court terme et pas au long terme. Donc moi, mon préjugé, c'était de dire ils ne vont pas aider à l'innovation, ces gens-là, parce qu'ils sont trop short-termistes. Ils voient le court terme, ils ne regardent pas plus loin que le bout de leur nez, et l'innovation, ils s'en moquent, et ce qui les intéresse, c'est le gain à court terme. Voilà. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Voilà. Moi, j'étais parti de cette idée-là, et eh bien, il a fallu se ranger à l'évidence qu'en tout cas aux États-Unis, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, je sais qu'ici, quand on prononce le mot investisseur institutionnel, c'est comme stock option. Vous voyez, vraiment, les gens disent « Guillaume, c'est épouvantable, ça va de pire en pire, de cours en cours. » C'est comme si je disais le diable. Hein. Mais voilà, il a fallu être dans l'évidence et vous allez voir un peu ce qui se passe. Voilà.
Et après, donc, ce qui est passé, c'est qu'au début, moi, j'avais le préjugé que ça serait mauvais pour l'innovation. On s'est rendu compte que c'était bon pour l'innovation, et on a essayé de comprendre pourquoi. Et on avait deux histoires, et on montrait que c'était une qui était vraie et pas l'autre. Et c'est ça ce que je vais vous raconter maintenant. Mais c'est une aventure intellectuelle que je vais vous raconter, d'accord? Où on s'est cassé, où on s'est dit, mais non, tu es en train de raconter des bêtises, quoi. Et donc, revois ta copie. Voilà. Donc, on observe une augmentation spectaculaire des investisseurs institutionnels dans les entreprises cotées en bourse, une augmentation spectaculaire du rôle des investisseurs, je pourrais me dire. Hein. Cela mène-t-il à du court-termisme ou au contraire à de l'investissement à long terme dans l'innovation? Et donc, en fait, eh bien, voilà, c'est ça qui a été ce qui nous est sauté dessus. Vous voyez, regardez, on voit, je mets en abscisse, enfin, en horizontal, le pourcentage des actions d'une entreprise détenues par des investisseurs institutionnels, et je mets en ordonnée les brevets, les innovations mesurées par les brevets, mais quand je dis citation weighted, c'est-à-dire des brevets où je donne plus d'importance aux brevets très cités qu'aux brevets pas cités. Voilà. Au lieu de dire un brevet égale un brevet, je dis je vais quand même donner une pondération aux brevets qui dépend des citations de ces brevets. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une relation positive, une corrélation positive entre le pourcentage des investissements financés par des investisseurs institutionnels et l'innovation. Évidemment, c'est une corrélation, ce n'est pas une causalité. Mais en tout cas, s'il y avait vraiment une causalité négative, on n'aurait peut-être pas vu quelque chose comme ça. Vous voyez, donc déjà, ça nous avait alertés. On s'est dit, tiens, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Je vais vous montrer que les causales, parce que j'ai une méthode d'instrumentation, hein, vous savez, quand j'ai une variable y qui dépend d'une variable x, et que je vais effacer là, pour ceux que je vais vous faire un petit cours d'économétrie, j'ai toujours, j'efface ici, vous voyez une relation entre x et y, ok? Vous avez des points comme ça et vous avez une droite comme ça, vous voyez qu'il y a une corrélation, mais maintenant vous ne savez pas forcément si ça veut dire qu'il y a une causalité de x vers y. Ça peut refléter une causalité inverse de y vers x, ou peut-être qu'il y a un troisième facteur qui à la fois augmente x en même temps qu'il augmente y. Et donc, on veut savoir si c'est vraiment une causalité. Et comment on sait s'il y a une causalité? On utilise ce qu'on appelle une variable instrumentale. Une variable instrumentale, c'est-à-dire qu'on utilise une source exogène de variation du x qui ne fait varier y que parce qu'elle fait varier x. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un instrument. Et si on voit qu'on en trouve une, eh bien là, on sait qu'on a une causalité. Voilà. En gros, c'est ça. Et en anglais, on dit instrumental variable, variable d'instrumentation. C'est ça qu'on fait. Donc, je vais essayer de vous montrer que cette relation, ce n'est pas juste une corrélation, mais c'est une causalité. Et je vais essayer ensuite d'expliquer cette causalité. Pourquoi eh bien, les investisseurs institutionnels peuvent favoriser l'innovation, contrairement à ce qui était mon préjugé, contrairement à ce que je pensais au départ, d'accord? Et c'est là qu'est l'aventure intellectuelle. Et c'est ça qui vraiment a rendu ce papier sympa, quoi. C'était vraiment... et puis ils sont très sympas, ces co-auteurs. Vraiment très, très chouettes, très sympathiques. Voilà. Je ne vais pas vous raconter ma vie privée avec mes co-auteurs. Bon, alors, objet de l'étude. Alors, donc je regarde la relation entre innovation et investisseurs institutionnels. On regarde des données de panel, c'est-à-dire des firmes américaines au cours du temps, d'accord? Et on va voir que la propriété institutionnelle a un effet positif sur l'innovation, donc que cette corrélation que je montrais tout à l'heure, elle est vraiment causale de l'investisseur institutionnel vers l'innovation, et on va voir qu'on va essayer de comprendre pourquoi. Et en même temps, on va voir qu'il y a deux histoires possibles, et une des manières de discriminer entre ces deux histoires, c'est de regarder comment cette relation interagit avec la concurrence, avec le degré de concurrence sur le marché de l'entreprise. Et donc, je vais parler de concurrence à un moment donné, d'accord? Et tout ça, je vous mets les petites graines, mais je vais revenir là-dessus, d'accord? Bon, alors, nous, on s'est dit, ben voilà, mettons qu'on arrive à établir, ce que je n'ai pas encore fait, mais je vais le faire dans un moment, mettons qu'on arrive à établir qu'il y a une relation causale de l'investisseur institutionnel, du pourcentage d'investissement de l'entreprise financée par des investisseurs institutionnels et vers les brevets, vers l'innovation. Comment on peut expliquer ça? Alors, on s'est dit, il y a deux histoires possibles. Il y en a peut-être plus, mais on en a regardé deux. La première, c'est celle du manager paresseux. Vous voyez? C'est-à-dire, en anglais, on a un autre mot.
En anglais, c'est satisficing. Vous avez jamais vu le film de My Fair Lady, le film My Fair Lady? Ça s'appelle With a Little Bit of Luck. Vous connaissez cette merveilleuse chanson? With a Little Bit of Luck, on se dit, tiens, je vais y arriver. Voilà. Bon. C'est-à-dire que vous êtes dans une entreprise où vous avez un manager qui veut une vie calme, qui veut surtout qu'on ne l'embête pas, quoi. Alors lui, innover, oh là là, innover, c'est compliqué, moi j'aime ma routine, je n'ai pas envie d'innover tellement, etc. Mais les investisseurs institutionnels vont le forcer à innover. Voilà. Donc l'idée là, c'est de dire, j'ai quelqu'un qui veut la vie tranquille, mais l'investisseur institutionnel va venir le bousculer et lui dire qu'il faut que tu innoves. Voilà. Et, alors que si les investisseurs sont dispersés, les actionnaires sont tout petits, eh ben, les actionnaires tout petits, ils n'interviennent pas beaucoup dans la vie de l'entreprise, et donc il peut avoir la Dolce Vita, parce qu'il a des petits investisseurs. Voilà, donc ça c'est une première histoire, d'accord, du manager, disons, qui est... et on va voir que, voilà, donc c'est une première histoire, donc gardez-la en tête, et je vous en donne une deuxième, qui est une histoire due à Holmström. À nouveau, on retrouve notre ami Holmström. Vous voyez, j'avais fait ce cours sans savoir qu'il allait avoir le prix Nobel cette année. Hein. Donc, c'est une chance. Hein. Vous voyez toujours nos amis, là. Ils reviennent tout le temps. Et l'idée, là, c'est une idée assez différente. C'est que l'innovateur, ce n'est pas parce qu'il est paresseux qu'il ne veut pas innover. C'est parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'innovation, c'est risqué. Et typiquement, quand je suis un manager, je suis récompensé à la performance. Et je peux être averse au risque. Je peux ne pas vouloir prendre une action d'innovation parce que j'ai peur que si ça va mal, on baisse mes revenus ou carrément on me vire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je n'ai pas envie de prendre ce risque-là. Et donc je préfère ne rien faire du tout. Parce que j'ai peur de me soumettre à un risque. J'ai une famille, j'ai mes enfants à l'école, j'habite dans un quartier sympa. Je me dis, je ne vais pas perdre tout ça parce que j'ai pris une action innovante et tout d'un coup, je n'ai pas de chance. Parce que l'innovation, c'est aléatoire, ça peut marcher ou ne pas marcher. On a vu la dernière fois l'importance d'être indulgent à l'égard de early failure. Vous vous souvenez? Ben, voilà, l'innovation, c'est risqué. Est-ce que je vais aller innover, m'embêter, etc. Voilà. Mais l'idée, c'est de dire que c'est qu'évidemment, parce que notamment, ce qu'ils risquent, ce n'est pas seulement de perdre leur job, ils risquent d'avoir leur réputation dégradée. Et ça, c'est ce qu'on appelle les career concerns. C'est-à-dire que typiquement, quand je travaille dans une entreprise, il n'y a pas que mon salaire qui compte, il y a ma réputation qui compte. C'est-à-dire que si je me plante, si je fais quelque chose qui n'est pas bon, ben, tout le monde va le savoir que je me suis planté. Et non seulement je peux me faire virer, mais ça sera beaucoup plus dur pour moi de trouver un employeur bien payé. Parce que les gens vont dire, ce type-là, il ne réussit pas. Donc c'est pour ça que je n'ai pas envie de prendre de risques. Et l'idée là, c'est que l'investisseur institutionnel protège partiellement le manager contre les risques d'avoir la réputation dégradée. Parce que l'investisseur institutionnel, comme il investit beaucoup dans l'entreprise, il va s'informer sur vous. Et il va dire, mais je sais que tu es bon parce que j'ai des informations sur toi. Et donc, je t'autorise, moi, à avoir le early failure. Je peux séparer ce qui est ta valeur et le manque de chance que tu as eu dans cet investissement innovant. Parce que je me suis informé, j'ai regardé différentes choses sur toi. Ce que ne ferait pas le petit investisseur, vous voyez, qui a mis juste $2 dans le capital de l'entreprise. Vous voyez? Donc, c'est l'idée que l'investisseur institutionnel isole, protège l'innovateur. Vous voyez? Il a un effet d'insulation qui fait que le devenir du manager va être moins dépendant des aléas de l'innovation, de la chance ou malchance que je peux avoir sur l'innovation. Et du coup, ça peut encourager à l'innovation. Donc, vous voyez, il y a deux histoires différentes. L'un, c'est le manager paresseux, et l'autre lui dit, allez, vas-y, sinon ça ne va pas aller. Et le deuxième, c'est, vas-y, je te protège contre les risques réputationnels qui pourraient découler d'un échec dans l'innovation. Vous voyez? C'est deux histoires assez différentes. Et on va voir qu'elles ont des implications différentes, et nous allons les tester. Et donc, on a essayé ces deux histoires. Et on a en fait conclu que la bonne histoire, c'est Holmström, c'est la deuxième, c'est celle-là qui est bonne, et pas celle-là. Et je vais vous expliquer comment on est arrivé à ça. Vous voyez, c'est vraiment comme un roman policier. Hein? Qui est le coupable? Hein? Et on essaie de savoir qui est le coupable. Voilà. Donc, les données qu'on a, c'est des données de brevets, et on a des données sur les parts des investisseurs institutionnels dans les entreprises cotées en bourse. On a un échantillon de 803 entreprises sur la période 91-99, et c'est ce que définissent les données, c'est CompuStat, pour ceux qui regardent les entreprises cotées en bourse, c'est CompuStat, et les données de brevets, c'est USPTO, mais on les connaît évidemment particulièrement pour les entreprises cotées en bourse. Alors, ne vous embêtez pas avec les équations, ce qu'on fait, c'est qu'on régresse
eh bien, le nombre de brevets pondérés par la citation, et on régresse ça sur la proportion du capital possédé par les investisseurs institutionnels, plus des caractéristiques de l'entreprise, plus des effets fixes, etc. Ça, vous ne vous embêtez pas avec ça, mais c'est vraiment ça qui est important. Et donc, on regarde cette régression. Donc, on fait d'abord la régression en corrélation, simplement. Ce qu'on dit, c'est que je vais faire une droite, je vais mettre ici la part de l'investissement financé par les investisseurs individuels, ici je vais mettre le nombre d'innovations, le nombre de brevets, et puis je vais faire plein de petits points, et je trace la droite qui se rapproche le plus de ces petits points, et je regarde le coefficient, est-ce que la droite va vers comme ça ou elle va comme ça? Eh bien, elle va comme ça, parce que vous voyez, le coefficient est toujours positif. La corrélation est toujours positive et significative entre la part de l'investissement qui est financé par des investisseurs institutionnels et l'innovation. Voilà, donc déjà, on sait que la corrélation est positive, ça confirme ce que j'avais montré au début. Mais pour le moment, je n'ai qu'une corrélation, je n'ai pas de causalité. Donc la question, est-ce qu'il y a une causalité? Donc je vais maintenant introduire la variable instrumentale. C'est parce que j'ai un problème d'endogénéité. Mon problème d'endogénéité, c'est que pour le moment, j'ai une corrélation, mais il se pourrait que simplement, ça peut être une corrélation inverse. Ça pourrait vouloir dire simplement que les investisseurs institutionnels ciblent les entreprises plus innovantes parce qu'ils pensent qu'ils peuvent gagner plus d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas parce qu'ils ont investi qu'elle innove, c'est parce qu'ils anticipent que de toute façon, il y aura de l'innovation et ils vont là où ils pensent qu'il y a de l'innovation. Ça ne serait pas bon pour nous, parce que ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut une vraie causalité de l'investissement institutionnel vers l'innovation. D'accord? À l'inverse, des institutions pourraient investir dans des firmes qui sous-performent en innovation, afin de les redresser. D'accord? Donc ça, c'est aussi possible. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un instrument qui est le fait qu'on fait partie du S&P Standard & Poor's 500 Index. Vous savez qu'il classifie quelles sont les 500 meilleures entreprises. Et évidemment, il y a des représentations par secteur. Et en fait, il y a un processus très exogène de classification dans le S&P 500, qui est très indépendant de l'innovation, en fait. Et donc, il y a toute une procédure, donc, et je ne vais pas vous embêter avec ça, comment on devient classé dans le S&P 500. On pourrait faire tout un cours sur ça, et je ne le ferai pas maintenant. Mais en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, une entreprise est classée au S&P 500 et les managers de fonds qui sont indexés au S&P 500 sont forcés d'investir dans les entreprises indexées au S&P 500. Et donc, ça veut dire qu'on oblige les investisseurs individuels, les investisseurs institutionnels à investir dans des entreprises. Vous avez une entreprise, tout d'un coup, elle devient S&P, vous êtes indexé sur le S&P 500, on vous oblige à investir dans des entreprises qui deviennent indexées. Or, chaque année, il y a de nouvelles entreprises qui rentrent dans le S&P 500. Vous voyez, c'est une source exogène qui fait que les investisseurs institutionnels, ils ne font pas ce qu'ils veulent entièrement. Ils sont en partie obligés d'investir dans certains types d'entreprises, vous voyez, parce que tout d'un coup, cette entreprise devient cotée dans le S&P 500. Voilà, c'est ça l'instrument, d'accord? Et donc l'adhésion au S&P 500 est telle exogène au cercle de l'innovation, de nouvelles firmes entrent dans le S&P parce qu'elles représentent un secteur donné, pas en fonction de leur performance espérée et pas en fonction de s'il peut y avoir d'innovation ou pas. Standard & Poor's affirme explicitement que la décision d'inclure une société, donc une entreprise au sein du S&P 500 Index ne constitue pas un point de vue sur le potentiel d'investissement de cette société. Vous voyez, donc, mais une fois que l'entreprise est là-dedans, eh bien les investisseurs institutionnels sont obligés, vous voyez, s'ils sont indexés sur le S&P 500, ils sont obligés d'investir dans cette entreprise. Donc c'est une source exogène, vous voyez, d'augmentation de la part des investisseurs institutionnels. Et alors ce qu'on montre, ce qui est très sympa, c'est que maintenant on contrôle pour l'endogénéité et on voit qu'on a une relation encore plus positive quelque part. Voilà. Et donc, on voit qu'en fait, là maintenant, c'est une régression qui reflète la causalité, c'est-à-dire que j'ai régressé, en fait, Y sur X, mais où X est instrumenté par si ou non le fonds est indexé, sur comment le fonds est indexé sur le S&P 500. Voilà. Donc ça, c'est ça qui est ma variable, instrumentale. Et on voit que c'est à nouveau positif, et là, c'est une relation causale que j'ai. Voilà. On peut regarder maintenant l'effet direct du S&P 500 sur les investisseurs et l'innovation. Donc on voit ici que dès que l'entreprise devient indexée au S&P 500, vous voyez qu'elle va avoir beaucoup plus d'investissements institutionnels. Donc quand vous êtes une entreprise et que vous devenez indexé sur le S&P 500, tous les fonds qui sont indexés sur cette S&P 500 sont obligés de vous financer.
Et donc, vous voyez que quand vous êtes une entreprise, tout d'un coup, vous devenez choisi par le S&P 500, il va y avoir un afflux de fonds qui viennent des investisseurs institutionnels. Vous voyez, c'est une manière exogène d'augmenter votre financement institutionnel. On le voit ici. Ça, c'est l'année où l'entreprise joint le S&P 500. Et vous voyez que le pourcentage de financement par l'investisseur institutionnel, regardez comme ça grimpe, quoi, tout d'un coup, à partir du moment où l'entreprise joint le S&P 500. Voilà. Et alors après, on peut regarder l'effet que ça a sur l'innovation. Et vous voyez que l'innovation, elle va augmenter aussi. Vous voyez l'effet. Alors, il est un peu retardé, évidemment, ça va venir après, mais vous voyez que l'effet sur l'innovation va être très sensiblement positif. Et ça, c'est vraiment un effet causal. Donc, j'ai vraiment une causalité. Parce que sinon, j'avais une corrélation. Maintenant, je sais que j'ai une causalité. Et maintenant, je me dis, qu'est-ce qui est la causalité? Est-ce que c'est l'histoire du lazy manager ou est-ce que c'est l'histoire de l'investisseur institutionnel qui protège contre les dangers que l'innovation ferait courir à la carrière du manager. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Donc, maintenant, j'ai les deux histoires. Je sais qu'il y a un effet causal, et maintenant, je veux savoir qu'est-ce qui cause ce truc. Pourquoi il y a cet effet causal? Donc, et alors, je me dis, ben voilà, il y a une manière de distinguer. Je vais raisonner, je vais dire, voilà, comment je peux distinguer entre les deux histoires? C'est parce que si l'une est vraie ou l'autre est vraie, elles auraient des implications différentes quant à l'effet de la concurrence. Vous savez que la concurrence incite à l'innovation. J'en ai parlé l'an dernier dans mon cours. Si vous allez regarder les vidéos, c'est qu'on sait que la concurrence incite à innover. J'innove pour échapper à la concurrence. J'ai un concurrent, j'innove pour échapper à la concurrence. C'est pour ça que c'est très important d'avoir de la concurrence dans une économie innovante, d'accord? Parce que j'innove pour échapper à la concurrence. Maintenant, il y a deux histoires pour les investisseurs institutionnels et l'innovation. Si je suis dans un monde de managers paresseux, la concurrence elle-même incite à l'innovation. Donc, on voit que la concurrence d'un côté et d'avoir un investisseur institutionnel de l'autre, c'est substitut l'un à l'autre. Si j'ai déjà beaucoup de concurrence, l'effet de l'investisseur institutionnel va être moindre, puisque la concurrence fait déjà le travail de vous inciter. Vous êtes paresseux, il y a deux manières de vous inciter. La concurrence, parce que si tu n'innoves pas, le concurrent va te jeter dehors du marché, ou si tu n'innoves pas, le institutional manager va te dire ce que tu dois faire. Vous voyez, si c'était vraiment l'histoire du lazy manager, l'un serait substitut de l'autre. C'est-à-dire que plus il y aurait de concurrence, moins l'effet de l'investisseur institutionnel sur l'innovation serait important. Vous comprenez ça? Par contre, si c'est l'histoire du Career Concerns, typiquement la concurrence va augmenter le risque. C'est-à-dire que si je n'innove pas, si je ne réussis pas, les conséquences pour moi sont bien pires, puisque j'ai la concurrence avec quelqu'un d'autre. Donc la concurrence, elle aggrave le risque de carrière. Et donc elle augmente le rôle de l'investisseur institutionnel. Pour me protéger encore plus, j'ai encore plus besoin d'être protégé quand il y a de la concurrence que quand il n'y en a pas. Donc on voit tout de suite que la concurrence est un élément discriminant entre les deux histoires. Si c'est l'histoire du manager paresseux, eh bien plus de concurrence rend moins important l'effet de l'investisseur institutionnel. Si c'est l'histoire du Career Concerns, plus il y a de concurrence, plus le rôle de l'investisseur institutionnel va être important. Et ça, on peut aller le regarder directement. Et qu'est-ce que vont nous dire les données? Et voilà, c'est la beauté de la chose, vous voyez. On va regarder, et qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'interaction entre concurrence et investisseur institutionnel est positive. Donc il y a l'effet direct. On peut le regarder de manière continue, on peut dire, je sépare les secteurs entre des secteurs à bas niveau de concurrence, où les entreprises font face à très peu de concurrence. Là, on voit que les investisseurs institutionnels n'ont pratiquement pas de rôle, et qu'ils ont un rôle surtout quand il y a de la concurrence. Donc on voit qu'il y a complémentarité entre concurrence et investisseurs institutionnels, et pas substituabilité. Donc ce n'est pas l'histoire du lazy manager qui est valable, c'est l'autre histoire qui est valable. Et c'est comme ça qu'on progresse, vous voyez? Et l'autre histoire, elle a d'autres implications également. Du coup, on s'est dit, maintenant, on sait que c'est l'histoire du manager, de l'investisseur institutionnel qui protège le manager. Et donc, on a d'autres implications. Si c'est vrai, il doit y avoir une autre implication. D'ailleurs, on le voit là. On voit la relation entre X et Y. Quand il y a peu de concurrence, on voit que c'est pratiquement plat. Et quand il y a beaucoup de concurrence, on voit que la relation est clairement croissante. Vous voyez? Alors que ça devrait être le contraire si on avait l'histoire du manager paresseux. Alors maintenant, il y a une autre chose, c'est qu'on dit, ben voilà, comment on va vérifier encore plus que c'est l'histoire de la protection? C'est qu'il y a des fois des choses qui protègent par ailleurs l'entrepreneur contre des risques.
Par exemple, il y a des indices de pouvoir du PDG, il y a des lois à l'encontre du rachat d'entreprises. On peut protéger, on peut donner des parachutes, on peut faire toute une série de choses pour protéger les managers contre les mauvaises nouvelles. Et il y a des indices, Lerner, Gompers ont construit un indice de protection des managers. Donc les parachutes dorés, ça en fait partie. Il y a différentes choses qui rendent plus difficile le rachat d'entreprise. Tout ça protège l'entrepreneur. Donc évidemment, l'idée, c'est que si l'histoire qui est bonne, c'est l'histoire d'investisseurs institutionnels qui protègent, plus on a par ailleurs des choses qui protègent, moins le rôle de l'investisseur institutionnel devrait être important. D'accord ? Eh bien, on voit, par contre, si on était dans l'histoire du manager paresseux, plus on a de choses qui protègent le manager paresseux, plus le rôle de l'investisseur institutionnel doit être important. Et on voit que, en fait, eh bien, on voit que c'est la première histoire, on voit que plus le manager est protégé, eh bien, moins l'effet de l'investisseur institutionnel est important. Et donc, c'est bien à nouveau la protection qui est l'histoire, la bonne histoire, vous voyez ? Et donc, alors maintenant, il y a une dernière chose, c'est qu'on peut dire, voilà, il y a les mauvaises nouvelles. On sait qu'on a toute une série de statistiques et on sait pour toutes les entreprises quelle est la probabilité que le manager soit viré s'il y a des mauvaises performances. Voilà. Et bien, si on est dans l'histoire de Career Concerns, l'idée c'est que les institutions, les investisseurs institutionnels protègent contre les mauvaises nouvelles. Eh bien, là, il y a des données de Fissman pour le départ des PDG et on voit que si vous voulez, plus la part des investisseurs institutionnels est importante, eh bien, moins est grande la probabilité d'être mis dehors suite. Donc là, c'est profit asset. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles. Donc ça, c'est la probabilité que vous soyez gardé si vous avez des bonnes nouvelles, mais la probabilité que vous soyez renvoyé, la probabilité que vous soyez renvoyé si vous avez des mauvaises nouvelles, ça devrait être un négatif. Mais l'intéressant, c'est que si vous voulez, ce qui se passe, c'est que plus vous avez une part importante des investisseurs institutionnels, moins vous avez de chances d'être mis dehors si les profits sont bas. Vous voyez, c'est pour ça que là, vous avez positif, mais il faut voir ça à l'envers, en fait. Il faudrait voir ça en disant le moins profit. Vous voyez, c'est-à-dire plus la part des investisseurs institutionnels est importante, moins vous avez de chances d'être mis à la porte si vous avez des performances basses, qui montrent directement le rôle de protection que jouent les investisseurs institutionnels. C'est vraiment, vous voyez, comme on est allé loin du préjugé. Moi, je disais au début de Termis, ils n'innovent pas. Non, ils innovent. Et ils innovent. Je pensais au début au lazy manager, et ça a été l'autre histoire qui a été validée. Et vous voyez comment, de petit à petit, en faisant le retour sans arrêt entre la modélisation et les données, je suis arrivé à l'explication. Et donc, conclusion, la présence d'investisseurs institutionnels semble aider l'innovation. La concurrence est complémentaire de la propriété institutionnelle. La propriété institutionnelle a un effet plus faible sur l'innovation quand les managers sont plus ancrés dans leur entreprise. Et quand la part de la propriété institutionnelle est grande, les renvois des PDG suite à de mauvaises performances sont moins probables. Voilà, tous ces éléments sont compatibles avec l'idée du career concern, alors qu'elle invalide l'histoire du manager paresseux. Voilà, donc voilà, donc c'est un petit peu et après il y a tout ce qu'on peut raconter. Mais à nouveau, c'est toujours l'idée de l'equity, parce que finalement tout à l'heure, j'ai parlé du rôle du capital risque pour les petites boîtes, mais pour les plus grosses, on voit le rôle que remplissent les investisseurs institutionnels qui également font de l'equity. Et vous voyez, ça va toujours dans le sens, une économie innovante, l'equity joue un rôle important. Si vous avez une économie de rattrapage, c'est surtout la dette qui joue un rôle important, le prêt bancaire et tout. Mais quand vous êtes une économie d'innovation, vous avez besoin de l'écosystème de capital risque, du business angels, des investisseurs institutionnels, dont tout ça, nous manquons, en fait, très insuffisant chez nous, quoi. Très, très insuffisant. On se repose trop sur les banques qui ont toujours peur de prêter. Donc, et ça, c'est un des gros problèmes, une des grosses entraves à l'innovation en France, par exemple. Voilà. Il me reste combien de temps? Un quart d'heure. C'est bon? Vous êtes encore... ça va? On fait la dernière partie? Je vais la faire courte, la dernière partie. Alors, je vais à nouveau affichage. Mode plein écran. Voilà, alors partie 4, c'est les contraintes de crédit et la cyclicalité des investissements de R&D. Donc ça, c'est un papier que j'ai fait avec Philippe Askenazi, qui fait partie des économistes atterrés, bien qu'il m'a dit dans le train un jour,
tu sais, j'y suis, mais je n'y serai plus demain. Alors, je ne sais pas s'il y est maintenant ou pas, mais il m'a dit ça il y a 6 ans. Alors, je ne sais pas. Vous pouvez lui demander. Gilles Berset est un collègue à la Banque de France, et Berman est maintenant prof à Genève, et Laurent Aymar, je ne sais pas où il est en ce moment. Je ne sais pas, je devrais savoir pour mes étudiants. Enfin, voilà. Alors l'idée qu'on avait là, c'était la chose suivante. C'est une chose qui est importante pour la chose suivante. C'est que, en fait, c'est la politique macroéconomique. J'ai beaucoup parlé des réformes structurelles, mais il y a un rôle des politiques macroéconomiques parce qu'en fait, si vous voulez, la R&D, elle tend à être procyclique. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, typiquement, quand une entreprise est contrainte financièrement, eh bien, en période de récession, sa capacité d'emprunt baisse. Parce qu'elle ne peut emprunter typiquement qu'un multiple de son cash flow, qu'un multiple de ses profits courants. Et dans les périodes mauvaises, les profits courants, les ventes sont plus basses, les profits sont plus bas, et donc l'entreprise peut moins emprunter. Typiquement, elle va couper sur la R&D. Et c'est ça que je vais vous montrer là avec des données. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, il y a deux types de choses. C'est-à-dire que vous avez 2 cas de figure. J'ai à peine un quart d'heure. Supposons d'abord que vous êtes dans un monde où il n'y a pas de contraintes financières. Vous pouvez toujours emprunter jusqu'à la valeur nette présente de vos profits. C'est-à-dire qu'en gros, peu importe ce que vous avez, on ne vous demande pas, on dit, voilà, vous avez un projet, on voit que sur le long terme, ça peut donner tant, je ne m'inquiète pas si c'est en récession ou pas en récession, vous pouvez toujours emprunter jusqu'à cette valeur-là. Supposons que vous avez le choix entre la R&D et la production. Supposons que vous êtes un boulanger, vous avez un four, vous pouvez soit passer plus de temps à produire du pain, soit passer du temps à réparer votre four. Vous allez réparer votre four quand? Ça, j'appelle ça la R&D, d'accord? La recherche-développement pour le boulanger, d'accord? Eh bien, quand les ventes sont très élevées, que vous êtes à la période de Noël, est-ce que c'est là que vous allez rafistoler votre four? Non. Vous allez choisir des périodes d'activité faible pour rafistoler votre four. C'est-à-dire la R&D, vous allez la faire typiquement en période de récession. Parce qu'au contraire, vous voulez produire, vous voulez investir dans ce qui donne tout de suite, parce que la demande est grande pour votre produit. Et vous allez attendre les périodes calmes pour faire la recherche-développement. Donc si j'étais dans un monde sans contrainte de crédit, eh bien, je ferais de la R&D davantage dans les mauvaises périodes. Et donc, ce n'est pas grave qu'il y ait des mauvaises périodes. Au contraire, c'est presque une bonne chose, parce qu'il faut bien qu'il y ait des moments où je me respire un peu et où je fais des investissements de plus long terme. Vous voyez? Comme quand vous partez en vacances, par exemple. Vous voyez, là, vous pensez à votre avenir, etc. Voilà, c'est un petit peu ça. Et on voit que dans les entreprises qui ne sont pas contraintes, elles tendent à faire certains investissements structurels en périodes qui ne sont pas des périodes de vente élevées. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer si les marchés financiers sont imparfaits? Si on ne me prête qu'en multiple de ce que je gagne, eh bien, typiquement, dans période de récession, comme vous gagnez moins, vous pouvez emprunter beaucoup moins. Et donc, typiquement, vous allez couper sur la R&D. La R&D est typiquement la chose sur laquelle les entreprises coupent d'abord. Et elles vont le faire beaucoup. Et vous pouvez voir qu'il y a plus de volatilité de l'économie, c'est-à-dire vous amplifiez la récession et vous amplifiez le boom. Le boom, dans les périodes de boom, on n'a pas de contrainte de crédit ou très peu. Mais dans la période de récession, si on amplifie la récession, ça veut dire qu'on peut encore moins emprunter et moins investir en R&D en récession. Et on voit que si les entreprises ont des contraintes de crédit, non seulement la R&D elle est procyclique, c'est-à-dire qu'elle a tendance à être plus grande en période d'expansion qu'en période de récession, mais en même temps, une amplification du cycle va avoir un effet asymétrique, c'est-à-dire que vous allez beaucoup plus réduire la R&D en période de récession que vous ne l'augmentez en période d'expansion, parce que votre contrainte de crédit elle est beaucoup plus serrée pour vous en période de récession qu'elle est en période d'expansion. Et donc, ce que vous allez trouver, c'est que non seulement la R&D, elle est procyclique, mais qu'en moyenne, votre R&D et donc votre taux de croissance va être plus faible quand il y a plus de volatilité. D'où le rôle de l'État avec des politiques contracycliques pour vous soulager en période de récession. Il vous faut Draghi d'un côté, et il vous faut un budget qui est plus, on vous prête plus facilement en période de récession. Vous voyez ce que je veux dire? Du Small Business Act, tout ça, ça vous aide, ça aide les entreprises en période de récession. Voilà, ça c'est l'idée de base, d'accord? Et moi, ce que je vais montrer là, c'est qu'effectivement, les entreprises sont plus contraintes, ont une R&D plus procyclique et que la R&D est beaucoup plus affectée en récession qu'en expansion quand j'amplifie le cycle. Et c'est ça que je montre ici. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais vous montrer les données. Les données, c'est la Banque de France.
Et donc, pour avoir ces données, c'est beaucoup de travail, hein, et elles sont hyper secrètes et tout. Hein. Donc, maintenant, elles ne le sont plus, je peux parler de ça. Alors, donc, l'idée, c'est de dire, je vais regarder si les entreprises ont des contraintes de crédit ou pas. Le problème, c'est de trouver des mesures des contraintes de crédit au niveau de l'entreprise. Et là, l'idée qu'on a eue, c'est d'utiliser les incidents de paiement. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si je ne peux pas payer mes fournisseurs, on appelle ça en anglais trade creditors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que je suis mis sur une liste noire et toutes les banques savent que je n'ai pas remboursé mon créditeur. Et c'est beaucoup plus dur de trouver des emprunts ailleurs. Donc, les incidents de paiement sont un très bon instrument pour mesurer la contrainte de crédit à laquelle l'entreprise fait face. Et ce que je vais montrer, c'est que pour des entreprises qui ont plus d'incidents de paiement, la R&D, elle est plus procyclique, c'est-à-dire qu'elle varie plus avec le cycle et qu'elle réagit en moyenne beaucoup plus négativement au cycle que pour une entreprise qui n'est pas soumise aux incidents de paiement. Vous voyez? Donc, j'instrumente, donc j'ai des mesures de contraintes de crédit, mais je les instrumente par cet incident, par ces données d'incidents de paiement qui sont des données qu'on ne peut avoir que par la Banque de France, puisqu'en fait, la liste noire, c'est la Banque de France qui la détient. Donc, j'ai 13 000 entreprises. La période, c'est 1994-2004. Et ce que je montre, je vais régresser eh bien, aux incidents de paiement, je vais régresser le prêt bancaire. Donc, ça, c'est ce que j'appelle un premier stage. C'est-à-dire que ça, c'est l'instrumentation. J'instrumente les prêts bancaires par les incidents de paiement. Et ensuite, je vais régresser la R&D sur les prêts bancaires. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais en deux étapes. Je fais d'abord X, c'est le prêt bancaire, et Y, c'est la R&D, mais ma variable instrumentale, c'est l'incident de paiement. Et ce que je montre là, c'est la relation entre X et la variable instrumentale. On appelle ça un first stage. Et le second stage, c'est quand je montre la relation entre X et Y. Alors, je vais continuer. Et ce qu'on voit ici, c'est que l'incident de paiement, eh bien, quand j'ai un incident de paiement, j'ai eu un effet très négatif sur la probabilité d'obtenir un nouveau prêt bancaire. Donc, on voit bien que l'incident de paiement, ça me met sur une liste noire et que ça rend très difficile pour moi d'obtenir des prêts bancaires. Et l'incident de paiement va être mon instrument. Voilà. Donc, une fois que j'ai ça, vous voyez, c'est un peu comme je fais de la cuisine. Vous faites revenir des petits oignons dans votre casserole. D'accord? Donc, j'ai bien préparé ma variable instrumentale et mon X. Et moi, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est le plat de résistance. Et le plat de résistance, c'est la relation entre le prêt bancaire et la R&D. Donc, on voit bien ça. Hein. Donc là, maintenant, je vais parler maintenant de la R&D, la part de la R&D sur l'investissement total. Et je vais régresser ça sur eh bien, les incidents de paiement. Voilà. Et c'est ça que je vais faire. Et je vais le régresser sur le cycle. Donc là, le S, c'est si je suis en haut si j'ai des ventes élevées ou basses, et j'interagis avec les incidents de paiement. Et ce que je vais montrer, c'est qu'en fait, eh bien, plus je suis sujet à des incidents de paiement, plus ma R&D va réagir à de mauvaises ventes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je vais montrer. D'accord? Plus je suis sensible au cycle. Et c'est ça que je montre. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est que, eh bien, on voit qu'évidemment, la R&D réagit voyez, négativement. Si j'avais une firme qui n'avait pas de contrainte de crédit, c'est contracyclique, c'est-à-dire que je vois que la R&D, c'est en période de vente basse que je fais plus de R&D, en période de vente haute, j'en fais moins, l'histoire que je vous racontais au début, mais quand j'ai des incidents de paiement, ça va aller à l'encontre, ça va rendre la R&D plus procyclique, vous voyez. Là, c'était négatif, et là, ça devient positif, vous voyez. Donc, pour des entreprises qui sont sujettes à incidents de paiement, la R&D devient plus procyclique. D'accord? Donc ça, c'est déjà montré la première chose que je voulais montrer. Et donc la part de R&D est bien contracyclique en cas d'absence de contraintes de crédit, mais les contraintes de crédit inversent l'impact du cycle économique sur la part de R&D. Et voilà, et donc c'est ça que j'ai comme résultat. Et alors maintenant, je vais montrer l'asymétrie. Ce que je vous avais dit, ce n'est pas seulement que la R&D devient plus procyclique quand vous avez plus de contraintes de crédit, c'est que quand vous allez avoir plus de cycles ou plus de contraintes de crédit, la récession va faire très très mal, alors que l'expansion, je vais dire, si par exemple je passe d'un cycle comme ça, vous voyez, regardez, je passe d'un cycle comme ça, vous voyez, à un cycle comme ça, eh bien,
ça va être beaucoup plus dramatique ici par rapport à là que c'est bon là par rapport à là. Vous comprenez? Parce que je suis beaucoup plus contraint. Mes contraintes de crédit, elles font très mal ici, vous voyez? Donc, en moyenne, une firme qui a des contraintes de crédit, elle va souffrir beaucoup, la R&D en moyenne va souffrir beaucoup plus dans un cycle comme ça que dans un cycle comme ça. Vous comprenez pourquoi? C'est ça l'effet asymétrique. Ça fait mal en récession, beaucoup plus que ça fait du bien en expansion. Parce que la contrainte de crédit, elle est beaucoup plus binding, elle est beaucoup plus serrée en récession qu'elle ne l'est en expansion. Et donc, je décompose les chocs en deux catégories. Il y a les chocs de vente faibles et les chocs de vente fortes. D'ailleurs, high fort et low pour faible, low and high, ok? Et donc, ce qu'on trouve en fait, c'est que c'est que c'est vraiment on voit vraiment que c'est les chocs forts, que c'est vous voyez que c'est les high sales, vous voyez, c'est dans ce cas-là, vous voyez qu'on a vraiment l'incident de paiement. Il est vraiment dans les low sales, vous voyez, c'est là que ça joue. Les high sales, l'incident de paiement ne joue pas du tout, mais l'incident de paiement joue énormément quand ça ne va pas bien. Et donc, on voit vraiment cet effet-là sur les entreprises. Et donc, si vous voulez, là, j'ai regardé en termes de R&D, hein, et on peut regarder la R&D moyenne, et on peut montrer que la R&D moyenne, eh bien, elle est d'autant plus affectée négativement par la cyclicalité, par l'amplitude du cycle, que vous êtes sujet à des incidents de paiement, que vous êtes sujet à contraintes de crédit. Et donc, si vous voulez, c'est important, ça, parce que ça vous dit que finalement, il y a un rôle de la politique économique, macroéconomique, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle en France les stabilisateurs automatiques. Vous voyez, quand il y a eu la grande récession, vous savez que vous avez un certain nombre de prestations qui sont conservées, et ça fait que la consommation ne chute pas. Et c'était très important d'avoir les stabilisateurs. Mais ça vous dit que vous devriez l'avoir aussi pour les entreprises, pour maintenir la R&D des entreprises le long du cycle. Et vous devez avoir aussi des stabilisateurs automatiques pour les entreprises, notamment celles qui sont sujettes à contraintes de crédit, les petites typiquement, parce que ça permet de maintenir la R&D le long du cycle. Donc moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait à la fois des réformes structurelles, plus de concurrence, plus de mobilité sur le marché du travail pour avoir de l'innovation, mais également des politiques macroéconomiques plus contracycliques, avec des taux d'intérêt plus faibles ou également plus de déficit, en tout cas des Small Business Act qui maintiennent l'investissement des entreprises le long du cycle. C'est très important et je crois que dans les deux. L'OFCE, pendant très longtemps, n'a cru que dans la politique contracyclique, mais pas dans les réformes structurelles. Et moi, j'ai toujours dit qu'il faut les deux, en fait. Et les deux sont complémentaires. Mais là, je vous ai montré pourquoi, vous voyez, la raison croissance pour laquelle il faut des politiques contracycliques. En général, les gens donnent des raisons keynésiennes. Ils disent en récession, il faut relancer la demande. Mais là, je vous ai donné une raison du côté de l'offre. Bien sûr qu'il faut les stabilisateurs automatiques pour la consommation, mais il faut également des stabilisateurs automatiques qui permettent aux entreprises innovantes de maintenir leur effort de R&D sur la longue période, parce que la R&D, c'est quelque chose que si vous l'interrompez en milieu, vous perdez la course, quoi. C'est comme une course, vous ne pouvez pas la perdre, vous pouvez pas. Et là, comme les marchés des crédits sont imparfaits, l'État doit suppléer, l'État ou la Banque centrale européenne doivent suppléer aux imperfections de marché du crédit et vous assurer que vos investissements R&D seront maintenus autant que possible. Il y a la R&D, il y a la qualification en période basse. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez également besoin d'une politique macroéconomique contracyclique en complément de réformes structurelles. Et moi, mon rôle, mon idée, c'est pas que ces politiques structurelles contre politiques macro-contracycliques, on a besoin et de l'un et de l'autre. Et elles sont complémentaires. Et l'effet des politiques monétaires contracycliques est bien plus grand quand on a, ça je vous en parlerai plus tard, quand on a des marchés du travail et des marchés des biens plus flexibles. C'est l'un et l'autre, ce n'est pas l'un contre l'autre. Et donc voilà un petit peu. Mais vous voyez qu'à partir de cette étude, on arrive à parler de politique macro, de l'innovation et de la croissance. Voilà, je crois que là, il est 58, donc vous avez été d'une patience infinie, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup.